Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier dimanche après avoir pris part à la 68e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York aux États-Unis d'Amérique. Nous allons parler également dans cette édition de la lutte contre le cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire. 6 000 nouveaux cas sont déclarés chaque année. Une campagne de dépistage est menée à Toumoudi et à Grand Lao. La Guinée est dans l'attente des résultats des premières élections législatives libres du pays, élections législatives qui se sont déroulées dans le calme samedi. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier dimanche après avoir pris part à la 68e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres du gouvernement et par la haute hiérarchie militaire conduite par le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a ensuite fait le point de sa mission aux États-Unis d'Amérique au cours de l'entretien qu'il a eu avec les journalistes. J'aimerais surtout insister sur la rencontre bilatérale que nous avons eue avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et avec lequel, bien évidemment, nous avons évoqué la situation en Côte d'Ivoire. De ses propres termes, c'est une situation qui s'est normalisée. La sécurité est bonne et nous sommes félicités de l'exceptionnelle performance de la Côte d'Ivoire dans les différents secteurs. Et d'ailleurs, en raison de cela, je lui ai confirmé notre décision de réduction des effectifs de l'ONUCI et du redimensionnement de la mission compte tenu du nouveau contexte que nous vivons actuellement. Nous avons parlé bien évidemment du renforcement des équipements pour les forces républicaines de Côte d'Ivoire en matière d'équipement mais également de formation. J'ai beaucoup insisté sur le soutien que nous souhaiterions avoir des Nations Unies et de la communauté internationale pour le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Car nous avons à peu près 55 000 jeunes encore à démobiliser et pour lesquels nous voulons trouver des emplois. Et je lui ai dit que ceci était essentiel pour parfaire la situation sécuritaire qui s'est fortement améliorée ces temps-ci puisque l'indice sécuritaire est passé de 3,8 en début 2012 à 1,4 à fin août. En tant que président de la CEDEAO, j'ai évoqué avec le secrétaire général des Nations Unies la question de l'organisation des élections en Guinée-Bissau. Et là également, les financements sont bouclés grâce au soutien des pays de la CEDEAO d'abord et de la communauté internationale. Donc ces élections pourront avoir lieu le 24 novembre prochain, 24 novembre 2013. Nous avons, au titre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, parlé de la situation en Centrafrique. Et là également, les Nations Unies ont adopté une position de soutien au processus politique en République centrafricaine. Nous avons participé également à une rencontre organisée par Mme Clinton, son époux et sa fille pour la protection de la faune, notamment des éléphants. Donc c'était une réunion importante pour nous, puisque la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, l'ivoire provenant de l'éléphant, et l'éléphant étant notre emblème national. Donc nous avons demandé que pour la protection des éléphants, la Fondation Clinton puisse nous venir en soutien quand nous aurons des dossiers spécifiques à leur proposer. J'ai enfin participé à une rencontre organisée par le Premier ministre japonais, Shinzo Abe,
concernant donc des échanges sur le développement agricole de l'Afrique et nous avons échangé sur les voies et moyens de renforcer le développement agricole du continent, compte tenu bien sûr du degré de pauvreté. Mais j'ai indiqué que pour la Côte d'Ivoire, l'agriculture a toujours été une priorité dans notre pays. Dans l'actualité ivoirienne également, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui était au Canada, a regagné hier dimanche à Abidjan. Le chef du gouvernement a représenté le président de la République au 6e Forum Africa Business qui s'est tenu à Montréal du 24 au 27 septembre dernier. Le Premier ministre a rencontré lors de cette mission plusieurs personnalités du gouvernement canadien avec qui il a échangé sur le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Tout à fait autre chose, la SOTRA, la Société des transports abidjanais, fait le bilan de ses activités. L'entreprise se porte mieux, les perspectives économiques et sociales sont bonnes. Christelle Menant, Justine Sey-Djiké. Véritable bond en avant de la Société des transports abidjanais SOTRA après avoir frôlé la faillite en 2010. Un an après l'adoption d'un plan stratégique de redressement dénommé Contrat SOTRA 2016, l'entreprise est sur une pente positive. À en croire l'évolution du résultat net qui est passé de moins 9,5 milliards de francs CFA en 2010 à moins 160 millions de francs CFA en 2012, soit une progression de plus de 9 milliards de francs CFA. La trésorerie négative de 5,7 milliards a fait place à une capacité d'autofinancement de 5 milliards de francs CFA. Avec une masse salariale occupant 87% du chiffre d'affaires, les dirigeants arrivés à la barre en avril 2011 ont été contraints d'adopter un plan social. 1000 salariés en chômage technique, dont 674 finalement licenciés et indemnisés entièrement depuis janvier 2013 à hauteur de 3,7 milliards de francs CFA. En 2010, seulement 90 autobus disponibles pour 650 000 usagers quotidiens. Au 25 septembre 2013, 615 autobus et 15 bateaux-bus en ligne. Jusqu'en 2016, ça serait 50 bateaux-bus en ligne. Avec ça, pour l'espace que nous desservons actuellement, ça serait une part importante pour assurer le transport sur la lagune dans un système intégré avec le mode routier, le mode ferré et le mode lagunaire. Des autobus plus solides, exploités selon un ratio de 3 machinistes pour un autobus, portent l'investissement global à 31 milliards de francs CFA en 2013. Ces progrès effectueux rassurent les établissements bancaires et le gouvernement ivoirien. La SOTRA va bénéficier d'une restructuration financière permettant de rétablir les fonds propres de la société à hauteur de 3,3 milliards de francs CFA. Demandé par le président de la République, conscient du rôle économique et social de la société, cette restructuration est une opération de compensation des dettes et créances entre l'État de Côte d'Ivoire et la SOTRA. La SOTRA est donc de retour et envisage 2014 comme l'année d'amorce du développement qualitatif. Elle prévoit l'emploi de près de 1500 personnes, la construction de logements pour les travailleurs et la mise en ligne de 1000 autobus d'ici fin 2013. La Poste de Côte d'Ivoire va bientôt mener une vaste opération d'adressage du pays. Cette opération va permettre de donner une adresse précise aux rues et aux constructions du pays à partir d'un système de cartes et de panneaux mentionnant leur numérotation et leur dénomination. En Afrique, environ 22% des habitants reçoivent leur courrier directement à domicile. Les autres devront aller le chercher dans une boîte postale. En Côte d'Ivoire, l'absence du système d'adressage, c'est-à-dire la localisation sur le terrain d'une voie ou d'une unité d'occupation, oblige la Poste à fonctionner avec la distribution en boîte postale, ce qui ne lui permet pas de satisfaire entièrement ni aux normes de distribution fixées par l'Union postale universelle, ni aux attentes de la population en la matière. La Poste de Côte d'Ivoire a donc décidé de mener les jours à venir une vaste opération d'adressage du pays en commençant par la ville d'Abidjan. Vous voyez, avec
tout ce que nous connaissons comme moyen de communication. Quelqu'un peut vous dire aujourd'hui qu'il est au téléphone qu'il est à tel endroit alors qu'il est juste à côté de vous. Toutes les arnaques auxquelles nous assistons aujourd'hui à travers le net, à travers le téléphone, tout cela est dû au fait que des gens sont assurés de ne pas pouvoir être retrouvés. Mais avec l'adressage, si chaque citoyen a une adresse, ça va faciliter tout ceci. Les pompiers pourront vite s'orienter pour aller vers les lieux où des personnes ont besoin de secours. Pour les responsables de la Poste, l'adressage efficace des voies et des unités d'occupation faciliterait la distribution du courrier, contribuerait au développement de son activité et permettrait la création d'emplois dans le cadre de la lutte contre le chômage. Rappelons que cela se fera en collaboration avec des structures comme la Direction générale des impôts et le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Deuxième grand titre de cette édition et parlons de la lutte contre le cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire. 6 000 nouveaux cas sont déclarés chaque année. Une campagne de dépistage menée à Toumoudi et à Grand Lao. Christelle Menon, Marie-Laure Ngora. Près de 5 000 femmes dépistées du cancer du col de l'utérus et éduquées à l'autopalpation des seins. C'est le bilan de la campagne menée par l'ONG Huilic International à Toumoudi en 2012. Médecins et infirmiers ont sillonné une dizaine de localités pendant 20 jours. Environ 40 millions de francs CFA. C'est le coût de la campagne financée en grande partie par la fondation Atef Maïs. Une unité mobile et une technique de dépistage révolutionnaire, 3 fois moins chère que le Frotis, ont permis de dépister parmi ces 5 000 femmes 190 lésions cancéreuses, 2 cancers du col de l'utérus et 2 cancers du sein. 93% des lésions cancéreuses ont été traitées et les cas les plus graves orientés vers des centres de santé plus équipés. Pourquoi aller jusqu'à mourir de ce cancer-là quand on a les possibilités de l'attraper à temps, de le soigner à 100%? Tout ce qui manque, c'est l'information aux femmes, qu'elles sachent de quoi il s'agit, pourquoi il faut aller se faire dépister et surtout ne pas avoir peur de le faire. 6 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont déclarés chaque année en Côte d'Ivoire. C'est le premier cancer chez la femme. Les facteurs de risque proviennent entre autres d'une activité sexuelle avant 20 ans, de la multiplicité de partenaires et du tabac. Un vaccin existe pour les filles de 9 à 11 ans. Chez les plus âgés, détecté très tôt au stade de l'infection virale, il peut être guéri à 100%. Ces campagnes, soutenues par le ministère de la Santé, visent à réduire la prévalence du cancer du col de l'utérus de 15% d'ici 2015. Prochaine étape pour l'ONG Huilic International, Grand Laou, où elle espère atteindre 5 000 autres femmes et bientôt toute la Côte d'Ivoire. Autre sujet, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire vient d'organiser son 3e congrès. C'était au Golf Hôtel. Occasion pour les médecins membres de cette organisation de faire cas du rôle qu'ils entendent jouer dans le système sanitaire en Côte d'Ivoire. Le thème de ce 3e congrès est la place du secteur privé de la santé dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente. S'appuyant justement sur ce thème, les médecins du secteur privé ont réfléchi sur le bon fonctionnement de leur organisation, sur comment former les médecins pour une meilleure maîtrise de la gestion et des règles de l'exercice médical et surtout quelle doit être la contribution des médecins privés dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. L'année 2013 est l'année de la santé. Alors, vous voyez qu'au niveau de l'agriculture, au niveau de l'éducation, au niveau de la construction, certaines dispositions ont été prises pour permettre aux Ivoiriens de bien se nourrir, de bien s'éduquer, de bien se loger. Alors, il faut faire le pas. Réfléchissons donc à une politique idoine pour permettre à l'Ivoirien de bien se porter. À l'issue de ce congrès, les médecins privés qui ont reconduit leur président sortant, le Dr Bakayoko Aboubakar Siddiq, à la tête de leur organisation, ont décidé de redoubler d'efforts pour que les établissements privés de soins jouent réellement leur partition dans la prise en charge sanitaire des populations ivoiriennes.
Django Meno, village du département de Tumodi, a désormais sa maternité. C'est un don du Conseil du café et cacao pour améliorer les conditions de vie des populations de ce village. L'infrastructure, toute équipée d'une valeur de 60 millions de francs CFA, vient d'être officiellement remise aux populations par le donateur Léon Broukwame. Accoucher dans une maternité sur place dans son village, c'est désormais possible à Django Meno dans le département de Tumodi. Ces deux bébés en constituent d'ailleurs le témoignage. Ce sont les premiers-nés de cette maternité toute équipée d'une valeur d'environ 60 millions de francs CFA, un don du Conseil du café cacao. Son représentant explique que ce centre de santé est l'une des retombées de la réforme de la filière café cacao, une réforme pour améliorer les conditions de vie des populations des zones rurales à travers notamment la réalisation d'infrastructures éducatives et routières. Le Fonds d'investissement en milieu rural a pour objectif d'améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs de café cacao et leur communauté. Il est destiné au financement de la réhabilitation des pistes de desserte agricole, des infrastructures dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique villageoise et de la sécurité en milieu rural. De nombreuses réalisations sont faites et des acquis ont été enregistrés. L'on peut noter que plus de 8000 km de pistes agricoles ont été entretenues, environ 90 classes primaires ont été construites et équipées avec près de 100 logements pour les enseignants. Nous prenons l'engagement de faire davantage. Nous espérons que vous allez continuer à produire le café et le cacao selon les bonnes pratiques agricoles. Pour les populations de Django Meno, cette maternité vient combler un besoin longtemps exprimé. Avec elle, le ministre d'État Aoussou Jano, président du Conseil régional du Bélier, pour dire la reconnaissance des bénéficiaires aux donateurs, le Conseil du café cacao. Un enseignant et un ordinateur, projet initié par la direction de la mutualité des œuvres scolaires, porte ses fruits. Des milliers d'enseignants du primaire et du secondaire vont recevoir cette année scolaire 2013-2014 des ordinateurs portables. Ils pourront mieux apprendre les technologies de l'information et de la communication. Doigt de laser. Visage gai, souris aux lèvres, ces enseignants du primaire et du secondaire viennent de recevoir chacun un ordinateur portable. Ils font partie des 2500 premières personnes à souscrire à l'opération Un enseignant, un ordinateur. Un projet initié par la direction de la mutualité des œuvres scolaires pour permettre aux enseignants de maîtriser l'outil informatique et de faire des recherches via Internet. Le président Félix Houphouët-Boigny l'a dit déjà avant lui que les véritables analphabètes du 21e siècle, c'est ceux qui ne maîtriseront pas l'outil informatique. Et fort de cette assertion, nous avons postulé à avoir cet ordinateur. Mais il faut dire que c'est un exemple que nous donnons aussi à nos collaborateurs. Nous sommes à l'heure de l'informatique et pour s'ouvrir au monde, il faut bien qu'on passe par l'Internet afin de pouvoir donner une bonne éducation aux enfants. La directrice de la démarche rassure. Toutes les dispositions sont prises pour satisfaire les souscripteurs. Pour Joséphine Ouattara, aucun enseignant ne doit rester en marge de l'outil informatique. Du fait même de la volonté de Madame la ministre de l'Éducation nationale à introduire les TIC au niveau du programme de l'enseignement, tout le monde est obligé de se mettre à la page. Il y a à peu près 94 000 fonctionnaires, mais bon, c'est tous ceux qui voudront bien prendre. 200 souscripteurs sur les 2500 enregistrés ont reçu leurs ordinateurs. Le coût global est estimé à 42 millions de francs CFA. Dans le cadre du programme présidentiel d'urgence à PPU, une école a été construite pour la rentrée scolaire 2013-2014 au village d'Assengou, département de Djebonois. Cette école va permettre aux enfants de ce village d'éviter les longues distances à la recherche du savoir. Diarasouba Larsen, RTI Boaké. Les enfants du village d'Assengou ne vont plus parcourir 4 km comme par le passé pour se rendre à l'école avec les risques que cela comporte en traversant la nationale A4. En plus, ces tout petits ne prendront plus de cours dans les salles de classe de fortune construites par les villageois. Un cadre propice à l'éducation vient d'être créé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, par le biais du programme présidentiel d'urgence, PPU.
Ce village vient donc de bénéficier de la construction d'une école de 12 classes et d'une classe pour la maternelle. Ce que je pourrais dire aux parents, c'est de considérer que l'école, c'est leur chose. Son Excellence, le président de la République, leur a donné les écoles. Maintenant, c'est à eux de faire en sorte que ces écoles soient entretenues. Les intervenants à cette cérémonie de remise de clés de l'établissement ont salué l'action du président de la République de rendre l'éducation accessible à tous les enfants du pays. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké 2 a exhorté les parents à inscrire leurs enfants, surtout la petite fille. Pour la rentrée scolaire 2013-2014, ce sont des milliers de salles de classe construites, dont 9 écoles dans la drainette de Bouaké 2. Par ces actions, le chef de l'État veut rapprocher les écoles des populations et surtout réduire le fort taux de l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Les étudiants en master de droit de l'université Alassane Ouattara de Bouaké se préparent pour leur insertion dans la vie active. En plus des notions de droit, ils suivent plusieurs autres formations et même des conférences, cela régulièrement pour accroître leurs chances. Les détails avec Charles Tatou de RTI Bouaké. L'ensemble des étudiants de la première promotion des masters droit des sciences juridiques, administratives et gestion, après leur formation, veut faire face au marché de l'emploi. Ces étudiants sont issus des différentes carrières de droit, notamment judiciaire, entreprise et publique. Pour ce faire, ils viennent de mettre en place une organisation. Objectif, créer un cadre d'échange et de rencontres pour faciliter leur réinsertion dans la vie active en développant des relations avec les chefs d'entreprise et des éminents juristes. Il s'agit aujourd'hui pour nous, après ce que nous apprenons sur le plan académique, mais les experts viennent pour donner les formations pour que les étudiants sachent ce à quoi ils sont destinés quand ils choisissent un métier. Pour atteindre cet objectif, de nombreuses actions sont menées. Ces étudiants ont été formés sur l'entrepreneuriat, le management de qualité, les marchés publics et les professions judiciaires. Une conférence sur le thème « La masse estudiantine face au manque d'emploi » a été prononcée par Dr Nyoleba. Le juriste a donné les techniques nécessaires à ses étudiants pour pouvoir convaincre les chefs d'entreprise. Le conférencier a aussi invité les étudiants à se tourner vers l'auto-emploi. La première promotion des masters droit veut aussi créer la cohésion entre les étudiants. Ablo Kofi Jean est le nouveau chef démocratiquement élu d'Atobro, village situé dans le département d'Agboville, région de l'Agnébi et Tiassa. Il succède à Kwamelan Amoukou Hervé, premier chef démocratiquement élu en janvier 2007 pour un mandat de 5 ans. Cette démocratie à Tobro est à mettre à l'actif de la mutuelle du village qu'il a doté d'un code de gestion moderne axé sur l'organisation d'élections en vue de la désignation du chef du village, et cela depuis 2006. Rendons-nous maintenant au Cameroun où le président camerounais Paul Biya a décidé de soutenir les chefs traditionnels. Ils auront bientôt un salaire allant de 5 000 à 200 000 francs CFA. Mais certains chefs traditionnels estiment que cette mesure va désacraliser la fonction de chef coutumier au Cameroun. Village de Sodiko, au nord de Douala. Comme les autres chefs traditionnels camerounais, le roi des Sodiko dispose d'un pouvoir coutumier qu'il tient des ancêtres et d'un pouvoir administratif. Désormais, il recevra un salaire versé par l'État. C'est le président Paul Biya qui l'a décidé. Le geste du chef de l'État, il est fort, mais il ne faut pas croire que c'est ça qui va suffire pour que les chefs vivent dans l'opulence. Le chef de l'État a compris qu'il faut accompagner cette charge, et voilà pourquoi il a fait ce geste. Les sommes octroyées aux chefs traditionnels sont assez limitées, 50 000 à 200 000 francs CFA par mois, soit de 80 à 320 € selon leur rang. Les dignitaires ne pourront pas cumuler cette allocation avec un traitement de fonctionnaire ou des indemnités de parlementaires. La plupart des responsables coutumiers se félicitent de ce salaire, d'autres estiment que cet argent désacralise la fonction de chef, garant des traditions. Son seul salaire doit être la déférence de son peuple, le respect, l'estime de son peuple. Voilà le salaire du chef. Personne n'est qualifié pour lui décerner un salaire régulier, à part
ceux qui veulent les tenir en laisse. Ce chef n'est pas le seul à craindre d'éventuelles pressions. La création d'un salaire a été annoncée par décret le 13 septembre, en pleine campagne électorale pour les législatives du 30 septembre. L'opposition estime que le président Paul Biya a voulu s'assurer du soutien des chefs traditionnels dans les urnes. Et le salaire prévu est de 50 000 à 200 000 francs CFA. Depuis hier dimanche, nous revenons en Côte d'Ivoire, depuis hier dimanche, le dernier vol des pèlerins ivoiriens est parti de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour la Mecque. Ils sont 450 pèlerins pour ce dernier vol. Au total, ce sont 5 600 pèlerins ivoiriens qui sont partis pour le Hajj 2013. Parlons toujours de religion, mais cette fois avec les chrétiennes évangéliques de l'Union des églises évangéliques du sud-ouest. Elles étaient à Buyo, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, pour une campagne d'évangélisation. Et c'est avec Honorine Kakoubla Agnigori. C'est une formation spirituelle qui se tient chaque 2 ans et qui regroupe les femmes des églises USO Côte d'Ivoire venues de toutes les contrées des départements d'Issia, de Buyo et de Saint-Froid. Pendant une semaine, ces femmes appelées servantes de Béthanie ont été enseignées à la lumière de la parole de Dieu autour du thème « Femme chrétienne, lève-toi et agis ». Le dernier rassemblement fut le culte d'action de grâce et de prière pour la nation ivoirienne, présidé par le préfet du département de Buyo, Djebidje Archil. Le préfet s'est réjoui de cette initiative avant de demander aux servantes de Béthanie d'être de véritables artisanes de la paix dans les foyers, à l'intérieur de l'Église et pour la nation. Au cours de cette cérémonie, plusieurs présents ont été offerts aux veuves de l'Église. Plus de 5 millions de Camerounais sont appelés à élire 180 députés au Parlement et 10 500 conseillers municipaux dans les 360 communes du pays. Les bureaux de vote ont effectivement ouvert ce matin à 8 heures locales. C'est un scrutin qui met en prise 35 formations politiques au municipal et 29 pour les législatives. La Guinée, elle est dans l'attente des résultats des premières élections législatives libres du pays qui se sont déroulées dans le calme samedi. Malgré les craintes de violence, les électeurs se sont déplacés en masse. Plus de 80% de participation selon la commission électorale. Les résultats provisoires sont attendus mercredi prochain. Le dépouillement des bulletins de vote est très lent, vigilante. L'opposition met en garde contre des fraudes. En Ouganda, le pays est dans un état d'alerte maximum. Les centres commerciaux sont passés au peigne fin. Regardez. L'Ouganda est en état d'alerte maximum depuis l'attaque sanglante du centre commercial de Nairobi au Kenya. À Kampala, les mesures de sécurité ont été renforcées. C'est le cas ici au Garden City, l'un des centres commerciaux les plus fréquentés de la capitale ougandaise, y compris par les étrangers. Chaque voiture est passée au crible. Les fouilles sont systématiques. Toute personne qui entre dans le centre est priée de montrer son sac. La police est très présente en uniforme comme en civil. Les autorités craignent les attentats et en appellent à l'esprit civique des Ougandais. Nous avons une cause commune, le terrorisme. Nous devons tous nous concentrer là-dessus. Il faut voir comment on peut les empêcher de frapper encore. Cet appel au civisme marche plutôt bien selon la police. Les Ougandais prennent ce rôle très au sérieux, conscients qu'ils ont un rôle à jouer pour combattre le terrorisme. Notre rôle en tant que civil, c'est d'être vigilant, de voir si quelque chose ne va pas, s'il y a quelque chose de suspect, de le signaler aux autorités. Aussi, lorsque nous allons dans différents endroits, comme au supermarché, on doit regarder les autres, envisager un plan B, observer les lieux, au cas où on doit s'échapper, s'il arrive quelque chose. Engagé militairement en Somalie comme le Kenya, l'Ouganda craint aussi les représailles des islamistes Shebab qui viennent de s'attaquer au centre commercial de Nairobi. Une crainte justifiée. Déjà en 2010, les Shebab avaient perpétré un double attentat à Kampala au soir de la finale de la Coupe du monde de football, tuant 76 personnes.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur le site de la RTI, www.rti.ci.